Merci Madame la Présidente, chers amis et collègues, bonjour. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation qui va porter sur l'imagerie des myélopathies aiguës. Donc aux urgences, en étant interne, l'arrivée d'un syndrome médulaire aux urgences n'est pas une situation rare et qui pose aux cliniciens le problème du diagnostic étiologique, d'autant plus que les étiologies sont très nombreuses et pour lesquelles, pour certaines situations, il y a un traitement urgent à démarrer. Et dans cette réflexion étiologique, l'IRM est l'examen clé qui va aider avec les données de la clinique et de la biologie pour orienter ce diagnostic étiologique. Donc, en guise d'introduction, de façon simplifiée, le terme de myélopathie, il va définir l'ensemble des atteintes de la moelle épinière, quelle que soit l'origine de cette atteinte. Donc, ils vont se traduire par un tableau plus ou moins spécifique avec des troubles moteurs, des troubles sensitifs et puis des troubles génito-sphinctériens. Le qualificatif aigu est ajouté lorsque l'installation des symptômes s'effectue dans un intervalle de temps compris entre 4 heures et 3 semaines. Donc, partant de cette définition de temps, donc le champ étiologique des myélopathies aiguës va se restreindre à des causes principalement inflammatoires, infectieuses et post-infectieuses, des causes toxiques, des causes paranéoplasiques ou des causes idiopathiques. Donc, il faut savoir, garder à l'esprit qu'on peut avoir un certain chevauchement entre ces étiologies et le mode d'installation. Par exemple, un syndrome médulaire aigu révélant un infarctus de myocarde qui devrait s'installer de façon aiguë, parfois le mode d'installation n'est pas du tout aigu, et à l'opposé, dans certaines myélopathies qui devraient s'installer de façon plutôt chronique et progressive, notamment une myélopathie post-radique ou une myélopathie révélant une tumeur, il peut s'installer de façon aiguë suite à une décompensation. Donc gardez à l'esprit qu'on peut avoir un chevauchement entre les étiologies et le mode d'installation. Donc l'IRM est l'examen clé. Lorsqu'on parle de l'imagerie du syndrome médulaire, on parle de l'IRM de la moelle et l'examen clé qui va permettre dans un premier temps d'éliminer tout ce qui est étiologie urgente compressive et puis par la suite confirmer le diagnostic qui était déjà suspecté cliniquement en montrant une lésion intramédulaire dont l'analyse de la sémiologie va permettre d'orienter le diagnostic étiologique. Donc ce sont les données de la clinique associées à celles de l'IRM et de la biologie qui vont guider le diagnostic étiologique, qui est très important parce qu'on va voir que le traitement du syndrome médulaire aigu est un traitement avant tout étiologique. Donc je commence cette présentation avec quelques définitions rapides. Ce sont des éléments qui sont importants qu'on va utiliser dans la description de l'imagerie. Donc la myélopathie, on vient d'avoir. Donc c'est un syndrome médulaire installé dans un intervalle de temps de 4 heures à 3 semaines. Donc le terme d'imyélite, donc il regroupe, donc c'est un terme qui désigne toutes les affections inflammatoires, infectieuses et même paranéoplasiques. Et parmi ce groupe de pathologies, vous avez principalement la sclérose en plaques, les maladies du spectre NMO, MOGAD, et puis d'autres causes, notamment les ADEM. Et puis, lorsqu'on parle de myélopathie, la myélopathie peut être focale. Il peut intéresser une partie bien limitée de la moelle épinière. À ce moment-là, ça va se définir d'un point de vue clinique par un déficit unilatéral ou un complet moteur sensitif et sphinctérien. Et puis, cela va être confirmé par l'IRM en montrant une lésion focale sur le plan axial, sur le plan transversal. Et c'est une lésion qui est souvent triangulaire à base externe qui peut être postérieure ou latérale ou antérieure. Donc, à ce cadre nosologique de myélite focale s'oppose le cadre étiologique de myélite étendue. Et cette extension, ça peut être soit dans le plan axial, soit dans le plan longitudinal. Lorsqu'on parle de myélite transverse, c'est une myélite étendue sur le plan transverse axial. Celle-ci va se définir cliniquement par un syndrome médulaire complet. Et puis l'IRM, vous voyez cette image, donc extensif sur le plan axial qui occupe au moins 50% de la surface de la moelle. Donc la distinction entre myélite focale ou partielle et myélite transverse, elle est très importante pour l'orientation étiologique parce qu'on va voir qu'il y a des étiologies qui vont se traduire par un tableau de myélite partielle et on a d'autres qui vont se traduire par un tableau de myélite transverse. Et puis vous avez des myélites étendues sur le plan longitudinal, d'accord, et celles-ci se sont définies sur le plan IRM par une lésion contiguë sur une hauteur qui dépasse au moins les 3 corps vertébraux. Donc vous voyez ici. Donc ça correspond à une myélite étendue sur le plan longitudinal. Sachez que cette extension sur le plan longitudinal ne préjuge en rien du diagnostic ou du tableau clinique. Donc face à cette myélite étendue, on peut avoir un tableau de myélite transverse ou carrément un petit déficit asymétrique. Donc enfin, on distingue les myélites transverses aussi bien sur le plan axial et transversal. Et ça, nous, les neurologues, on les voit fréquemment associés aux maladies du spectre NMO. Et puis, à l'opposé de ces myélites étendues, on peut avoir ce qu'on appelle des myélites courtes sur le plan longitudinal. Donc, ce sont des myélites qui sont étendues sur moins de 2 corps vertébraux. Donc,
la définition de ces myélites d'un point de vue radiologique et clinique et sont très importantes pour l'orientation étiologique. Donc rapidement, la démarche diagnostique face à un syndrome médulaire aigu est très simple. Donc elle comporte une première phase de diagnostic positif, donc quand même facile. Et puis il s'ensuit une deuxième phase du diagnostic étiologique qui est facilitée déjà par l'anamnèse et l'examen clinique qui va permettre de distinguer les myélites aigus des myélites subaigus ou des myélites chroniques, mais également d'un point de vue clinique, on va distinguer les myélites transverses avec ce tableau de syndrome médulaire et puis ces myélites focales avec un déficit unilatéral ou asymétrique. Il s'ensuit à cette étape clinique l'étape de l'imagerie qui est importante parce qu'on va éliminer les causes chirurgicales et puis on va mettre en évidence une lésion intramédulaire et l'analyse de la sémiologie de cette lésion intramédulaire. Donc on vient de voir soit c'est une myélite partielle, soit c'est une myélite extensive sur le plan axial et longitudinal. Donc l'analyse de la sémiologie radiologique va aider largement dans le diagnostic étiologique. Donc à côté de l'IRM, on va faire par la suite l'étude de LCR qui va permettre d'orienter également le diagnostic vers les causes inflammatoires ou infectieuses. Donc à côté de ces deux examens incontournables, à savoir l'IRM et la ponction lombaire, on peut faire recourir à d'autres examens complémentaires, notamment la recherche d'un syndrome infectieux, la recherche de stigmates d'auto-immunité, la recherche d'un terrain vasculaire, une cardiopathie emboligène. Bref, ce sont des examens complémentaires qu'on va demander en fonction de notre orientation étiologique. Donc sachez que malgré ce cheminement logique, il arrive que dans 15% des cas, on ne trouve pas de diagnostic. À ce moment-là, on va retenir le diagnostic de myélopathie aiguë idiopathique. Donc par rapport au champ des étiologies, sachez que les étiologies des myélopathies aiguës, vous avez plusieurs étiologies, mais schématiquement, on distingue deux groupes d'étiologies. On distingue les myélopathies aiguës inflammatoires et les myélopathies aiguës non inflammatoires. Donc parmi les myélopathies aiguës inflammatoires, vous avez soit des inflammations spécifiques du système nerveux central, à savoir la sclérose en plaques, les maladies du spectre animaux, les MOGAD. Vous avez des myélites inflammatoires en rapport avec une inflammation plutôt générale, genre un lupus, une maladie de Bassett. Et puis vous avez dans le cadre des étiologies des myélites inflammatoires, vous avez des myélites inflammatoires infectieuses. Donc à côté de ce chapitre des myélites inflammatoires, vous avez tout ce qui est non inflammatoire à ce moment-là. Vous avez les causes toxiques, vous avez des causes paranéoplasiques, vous avez des causes carentielles. Donc, par rapport aux étiologies, regardez cette large série d'environ 1200 cas, juste pour situer les étiologies d'un point de vue épidémiologique. Donc regardez, les causes inflammatoires, elles représentent 65% des cas, les causes non inflammatoires, 35% des cas. Et puis parmi les causes inflammatoires, vous avez toujours les mêmes étiologies, à savoir les pathologies inflammatoires du système nerveux central, la sclérose en plaques, les maladies du spectre animal, les MOGAD, et puis des causes inflammatoires systémiques. Et puis par rapport aux causes non inflammatoires, vous avez les causes vasculaires, les causes vasculaires et les causes carentielles. Et lorsqu'on voit d'un point de vue âge d'apparition, donc généralement les causes inflammatoires, les myélites inflammatoires sont plutôt des maladies de l'adulte jeune, alors que plus on avance vers l'âge, on retrouve les étiologies plutôt de sujets âgés, myélites paranéoplasiques et carentielles. Donc concernant le contexte marocain, il y avait plusieurs 4 études retrouvées dans la littérature qui font ressortir les mêmes conclusions. Donc regardez l'étude de l'équipe militaire, recensée 48 cas. Donc vous avez toujours la sclérose en plaques et les causes inflammatoires systémiques. Les causes de l'hôpital de spécialité, 28 cas, toujours c'est des causes virales, infectieuses, des causes inflammatoires. Par contre, il y avait très peu de cas de septe. Et regardez, environ toujours le 1/5 des cas sont toujours des causes idiopathiques. Vous avez une autre étude de l'hôpital universitaire de Marrakech, 71 cas, et vous avez toujours ces causes, environ le 1/4 des étiologies sont des causes idiopathiques, sinon les autres causes sont toujours des causes inflammatoires ou infectieuses. Donc concernant le protocole, donc face à un syndrome médulaire aigu, il est important de réaliser un protocole IRM complet qui va comporter d'emblée une IRM de l'ensemble de la totalité de la moelle pour pouvoir étudier l'extension longitudinale de la lésion. Il doit comporter également une exploration de la queue de cheval pour chercher une atteinte radiculaire associée. Et puis, il est préférable, donc les acquisitions se font toujours par une IRM 1,5 Tesla qui donne un meilleur rendement par rapport aux IRM 3 Tesla qui donnent toujours quelques artefacts. Donc, respectivement, on va faire des séquences T2, T2 STIR, une séquence T1 et puis une séquence T1 injectée. On peut compléter par des séquences de diffusion.
et puis des séquences T2 étoiles. Bien sûr, on commence toujours par une coupe sagittale pour délimiter la lésion, et puis par la suite, on fait des coupes axiales centrées sur les lésions. Parfois, lorsqu'on pense à des étiologies inflammatoires ou post-infectieuses d'une IRM cérébrale, le bilan est complété par une IRM cérébrale. Et puis, sachez qu'un examen fait précocement pendant les premières heures peut être normal et sera reconduit dans les 48 heures pour pouvoir retrouver des étiologies. Et puis, sachez que les autres protocoles d'IRM, notamment l'IRM de perfusion, de spectroscopie ou de tractographie, par rapport aux applications sur la moelle épinière, ne sont pas encore de pratique routinière. Donc, une fois l'IRM est faite, il est très très important de faire une analyse sémiologique systématique pour mieux approcher le diagnostic. Et ça, c'est l'élément le plus important. On va tout d'abord confirmer qu'il s'agit d'une myélopathie en mettant en évidence une lésion intramédulaire. Deuxièmement, il faut spécifier la localisation de la lésion d'un point de vue transversal. Est-ce que c'est une lésion aux dépens de la substance grise ou une lésion aux dépens de la substance blanche? La position de la lésion au niveau des cordons. Est-ce que c'est une lésion au niveau cordonal postérieur, cordonal antérieur, latéral? Il faut évaluer l'extension de la lésion par rapport au diamètre transversal. Comme ça, on saura est-ce que c'est une myélite focale ou une myélite transverse. De même, on fera de même pour l'extension en hauteur. Est-ce que c'est une myélite courte ou c'est une myélite extensive sur le plan longitudinal? Il est important d'étudier le retentissement de la lésion sur le cordon médulaire. Est-ce que c'est un cordon médulaire qui augmente de taille, atrophique ou de taille normale? Le retentissement également sur le canal de l'épendyle. Et puis, il faut faire une analyse du signal des lésions, que ce soit sur le séquence T1 et T2. Et puis, on va rechercher l'existence d'une prise de contraste de la lésion. Et puis, au terme de cet examen, on doit compléter par la recherche des autres lésions périmédulaires et surtout cérébrales. Donc, le plus important, certes, réaliser un bon protocole, mais le plus important, c'est une analyse doit être systématique pour ne rien oublier. Donc, grâce à cette analyse, on va pouvoir, en associant les données de la clinique et de la biologie, pouvoir proposer une gamme de diagnostics en fonction de la localisation des lésions, la taille des lésions, le siège des lésions, l'extension des lésions, aussi bien sur le plan longitudinal que sur le plan axial, et puis également en fonction du type de prise de contraste. Donc, vous voyez ici qu'en fonction de ces aspects radiologiques, on en a plusieurs étiologies, mais on va restreindre, puisque pour un souci de temps, on va restreindre aux étiologies qui sont très fréquentes, soit pour lesquelles il faut faire un diagnostic urgent, soit pour des étiologies qui sont rares, mais il y a un aspect radiologique à retenir. Donc, bien évidemment, on va commencer par les myélites associées à la sclérose en plaques. Donc, c'est la principale cause de myélopathie aiguë. Donc, c'est une atteinte qui est fréquente d'un point de vue clinique et sa fréquence augmente au cours de l'évolution de la maladie. Elle est rarement révélatrice de la maladie parce que ce sont des myélites courtes, partielles. Donc, ce sont des petits symptômes sensitifs, rarement des symptômes moteurs. Donc, d'un point de vue radiologique, c'est une myélite courte et partielle. Donc, elle va se traduire par une image unipersonnelle T2, isocignal T1, avec une prise de contraste à la phase aiguë. Donc, ce sont des lésions qui siègent généralement au niveau cervical et cervico-thoracique. Ce sont des lésions qui ont des limites qui sont bien nettes. Regardez, ils ont un aspect ovalaire. Et sur le coupe axial, vous avez ce descriptif de lésion partielle avec cet aspect triangulaire à base externe. Donc, ce sont des lésions qui siègent toujours au niveau de la périphérie, à prédominance postérieure. Ils touchent la substance blanche, rarement la substance grise. Et parfois, il faut savoir que des lésions focales peuvent fusionner, donnant un aspect de lésion extensive, donc rendant le diagnostic différentiel, mais généralement, une IRM de haute définition sur le coupe sagittal permettra de faire la part entre les lésions contiguës et puis plusieurs lésions focales qui s'associent. Dans les stades avancés, on peut trouver une atrophie médulaire et puis l'IRM cérébral. Lorsque vous avez cet aspect-là, une clinique parlante, l'IRM cérébral permettra de redresser le diagnostic. Donc, les drapeaux rouges face à une myélite, un aspect radiologique des myélites dans le cas de la CEP, donc une myélite étendue est un drapeau rouge, donc une atteinte transverse, un rayissement concomitant de toutes les lésions, un rayissement leptoméningère, regardez, donc très atypique dans la CEP, et surtout le rayissement des lésions de la queue de cheval. Donc, deuxième diagnostic de myélite par ordre de fréquence et de gravité également, ce sont les myélites dans le cadre du spectre NMO. Donc, c'est un tableau de myélite aiguë sévère, donc avec une
paraplégie, tétraplégie, trophlégie sphinctérienne. Donc, et sur le plan radiologique, ça donne un tableau de myélite extensif, aussi bien sur le plan longitudinal que sur le plan axial. Vous voyez un aspect odémassé, une augmentation de la taille du cordon médulaire. L'extension d'une lésion cervicale au niveau du tronc cérébral est un élément caractéristique de la maladie. Donc, parfois, dans certains cas, on peut avoir un aspect plutôt de myélite partielle, parfois une myélite transverse mais courte. Et puis, regardez, retenez cet aspect de ce qu'on appelle le bright spot lesion. Donc, ce sont des lésions qui sont hypersénielles, qui sont hétérogènes, centrales, qui sont très caractéristiques de la maladie. Et puis, dans les stades avancés, donc cette image d'hypersénial, il peut s'aider avec surtout cet aspect odémassé. Donc, ça laisse dans les stades avancés de la maladie, la phase chronique, donc plutôt la persistance de l'hypersénial, mais surtout l'atrophie, qui est très importante. Troisième diagnostic à retenir également, ce sont les myélites associées au spectre du Mogad. Donc ça, c'est toujours la même chose. Donc c'est un tableau de myélite extensif, aussi bien sur le plan axial que sur le plan transversal, mais quelques éléments qui font la différence. Il y a très peu d'œdème. Et puis cette lésion en hypersénial linéaire, regardez, qui se traduit sur le plan axial par ce signal de cette image en H. Donc l'injection, la prise de contraste, elle est présente dans 70% des cas. Et puis ce qui est très important également, la myélite, il peut être sous forme de myélite focale, plusieurs images de myélite focale, d'hypersénial focale. Et ce qui oriente vers le diagnostic, c'est l'atteinte plutôt du camp terminal, qui est un élément en faveur du diagnostic. Donc ici, pour récapituler, donc, dans le cas de la sclérose en plaques, donc ce sont des myélites focales, de siège cervical, prédominant au niveau postérieur, cordon postérieur. Donc les myélites dans le cadre de NMO, donc c'est une myélite extensive avec un aspect odémassié, donc avec cet aspect de myélite transverse. Et puis dans le cadre du Mogad, donc un aspect moins odémassié avec cette image en hypersénial linéaire et cet aspect sur le coupe axial aspect de signe de H. Donc les myélites dans le cadre des inflammations systémiques, je donne l'exemple de la neurosarcoïdose. Donc c'est une myélopathie, la myélopathie sarcoïdosée qui est une atteinte qui est également rare. Ça donne une atteinte plutôt subaiguë voire chronique, une évolution parfois monophasique, parfois progressive, parfois évolution, par évolution par poussée. Donc c'est une myélite cervicalo-thoracique réalisant cet aspect radiologique de myélite transverse aussi bien sur le plan axial que sur le plan transversal, avec un élargissement toujours fusiforme dans la moelle épinière. Et puis l'élément le plus important, cet épaississement leptoméningé postérieur, avec cette prise de contraste qui peut être modulaire, qui oriente vers le diagnostic. Et puis sur le coupe axial, on trouvera cet aspect de tête de trident qui oriente vers le diagnostic. Donc, parmi les causes infectieuses, donc, il y a plusieurs agents bactériennes, virales et parasitaires qui peuvent donner des myélites. Donc, ce sont des myélites pour lesquels on va s'orienter sur un tableau clinique avec un syndrome infectieux qui peut dominer le tableau. Donc, la topographie lésionnelle est principalement thoracique et lombaire. L'IRM, ça donne un aspect de myélite transverse aussi bien sur le plan axial que longitudinal, avec une fine de prise de contraste. Donc, cette prise de contraste leptoméningée qui est également importante pour orienter le diagnostic. Donc les étiologies, voici les étiologies, que ce soit des causes virales ou bactériennes. Donc les myélites post-infectieuses, donc ce sont des myélites, ce sont des pathologies inflammatoires démyélinisantes post-infectieuses. Donc le cas le plus classique, c'est les ADEM. Il y a un contexte clinique évocateur, donc l'enfant est au décours d'une vaccination. Donc ça donne un tableau également de myélites transverses et extensif sur le plan longitudinal, parfois des myélites focales ou multifocales, mais l'élément qui peut orienter, c'est cet aspect tuméfié et surtout la prise de contraste de plusieurs lésions qui va orienter vers le diagnostic, mais également un complément encéphalique va orienter vers le diagnostic. Vous avez également des myélites paranéoplasiques, donc ça donne toujours cet aspect de myélite extensive, c'est presque le même phénotype de NMO, donc une myélite extensive aussi bien sur le plan axial que sur le plan transversal. Et parfois, ça donne plutôt d'une atteinte qui va prédominer sur les voies descendantes, ascendantes. Donc, regardez ici cette image en hypersénial sur le cordon antérieur, ici sur le cordon latéral. Donc, chaque fois que vous avez une atteinte qui va intéresser soit les colonnes antérieures, soit postérieures, soit latéraux, parmi les étiologies évoquées, ce sont les myélites paranéoplasiques,
ces myélites paranéoplasiques peuvent également prendre l'aspect de NMO. Les causes toxiques, donc les causes les plus connues, c'est les intoxications à l'héroïne. Ça donne également ce tableau de myélites extensif, aussi bien sur le plan longitudinal que sur le plan axial. Et puis des intoxications médicamenteuses, notamment suite à des injections intrathécales de méthotrexate. Ça donne également cette image, plutôt une atteinte coordonnale postérieure. L'infarctus médulaire, quoique il ne fait pas partie d'un point de vue nosologique de ce cadre de myélopathie aiguë, mais plutôt une atteinte plutôt hyperaiguë. Donc l'atteinte la plus fréquente, c'est au dépend de l'artère spinale antérieure. Donc ça donne cette image en hypersignal étendu antérieur. Donc on voit sur le coupe axial. Donc ça donne cette image cette fameuse image de aspectoïde de Hebo sur le coupe axial. Donc la lésion, il peut intéresser également les artères spinales postérieures. Et puis un élément qui est moins constant, donc c'est la présence de cette image en hypersignal du corps vertébral. Donc l'image est découpée ici, mais la présence d'une image en hypersignal T2 est pathognomonique du diagnostic. Enfin, donc des myélopathies qui ont la particularité d'intéresser une toute petite partie, soit les voies ascendantes. Pardon. Soit les voies, donc les tractopathies donc internes, donc les myélopathies avec un aspect de... Non. En tout cas, c'est les deux dernières plaques, les myélopathies qui ont un aspect qui porte sur les voies... Pardon. En tout cas, les myélopathies qui prédominent sur soit des voies ascendantes, soit des voies descendantes, ça oriente toujours soit vers les causes ischémiques, l'artère spinale antérieure, l'artère spinale postérieure, soit des causes paranéoplasiques, soit des causes infectieuses. Donc au final, à partir de cette présentation, on a vu que les étiologies des myélopathies aiguës sont nombreuses. Donc partant des causes inflammatoires infectieuses, on a vu que l'IRM il est très très important. Il va aider avec les données de la clinique et de la biologie pour orienter l'étiologie. Et on garde à l'esprit les myélites extensifs, aussi bien sur le coupe axial que longitudinal qui orientent vers les maladies du spectre NMO. Les myélites partielles focales orientent vers la sclérose en plaques. Et puis les autres maladies, ils ont des aspects radiologiques bien particuliers. Et je vous remercie.